Amis auditeurs, la radio Afia FM 93.0 rend hommage au poète président Léopold Sédar Senghor en ce 18e anniversaire de sa disparition. Le professeur Amadou Ouriba, chef du département d'allemand de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est notre invité. Il est interrogé par le professeur Birahim Thioune au sujet des relations entre Senghor et l'Allemagne. Amis auditeurs de Radio Afia, le Sénégal est en deuil, le monde est en deuil. Madame Colette Senghor n'est plus. Une dame de haute classe s'est éteinte le 18 novembre 2019. Elle avait 93 ans, rejoignant son fils Philippe Maguilène, l'enfant fleur de l'échange, l'enfant de l'amour, et son époux adoré, Léopold, lui-même fils de Diogoye le Lion. Avec la disparition de cette Normande de long lignage, aux yeux de moire vert et or, la sublime inspiratrice du poète Léopold, connue pour sa discrétion et sa distinction, c'est l'ombre de Senghor qui s'estompe. Nous nous inclinons devant la mémoire de l'illustre disparu d'heureuse mémoire et présentons à sa famille nos condoléances émues. Amis auditeurs de Radio Afia FM 93.0, nous avons l'honneur et le plaisir de retrouver monsieur le professeur Amadou Ouriba de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Amadou Ouriba est le chef du département d'allemand. Il nous a, dans un passé assez proche, accordé une interview. Monsieur Amadou Ouriba, aujourd'hui nous allons évoquer Senghor et l'Allemagne, mais nous allons passer par différentes étapes qui consisteront à situer Senghor dans son contexte naturel, c'est-à-dire son pays, le Sénégal, avant son départ pour la France. Ensuite, nous le retrouverons, bien entendu, en France, dans les milieux étudiants et dans les milieux ouvriers, avant de nous intéresser à la personnalité de cet homme immense dans ses relations avec l'Allemagne, à l'époque où il est devenu homme d'État et président de la République du Sénégal. Nous ne sommes pas habitués à considérer Senghor du point de vue des Allemands et de l'Allemagne. Monsieur Amadou Ouriba, nous vous laissons la parole pour évoquer Senghor dans ses rapports avec ce grand pays qu'est l'Allemagne, avant sa venue même en France. Voilà, merci beaucoup monsieur Birahim Thioune. C'est un grand honneur pour moi de revenir dans votre émission pour parler d'un grand homme, Léopold Sédar Senghor, un grand poète, un chef d'État qui a eu beaucoup d'influence aussi bien nationale qu'internationale. Senghor a laissé des idées pertinentes et une organisation étatique qui a inspiré beaucoup de pays de la sous-région. Donc c'est tout à fait intéressant de parler encore de ce chef d'État sénégalais et aussi du poète et politicien Léopold Sédar Senghor. On le sait, Senghor a entretenu avec l'Allemagne des relations peut-être plutôt affectives, si on peut le dire comme cela, puisque Senghor est du Sénégal et au Sénégal, nous avons une certaine représentation de l'allemand. À un moment donné, on a considéré, suite à la Première Guerre mondiale, que le prototype de l'allemand, c'est Hitler. Qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être qu'un retour en arrière par rapport à ce que vous venez de dire est nécessaire. Senghor n'a pas connu les Allemands lorsqu'il fut prisonnier des Allemands en 1940 à la Stalag 230. Senghor a eu écho des Allemands lorsqu'il était ici au Sénégal. C'est-à-dire que, étant encore jeune élève, Senghor a entendu pour la première fois parler des Allemands et ça, il le reprend dans ses libertés, n'est-ce pas, notamment dans Liberté 3, qu'il a publié en 1977, où il dit « C'est pendant la guerre de 14-18 que j'entendis pour la première fois parler des Allemands. Cette guerre avait 3 mois et moi 8 ans lorsque j'entrais à l'école primaire de Ngazobil, tenue par la congrégation des Pères du Saint-Esprit, qui comptait parmi ses membres beaucoup d'Alsaciens. » Alors si vous connaissez l'Alsace, naturellement, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas très loin de l'Allemagne.
Et est-ce que ça ne faisait même pas partie des territoires allemands qui ont été peut-être restitués à la France plus tard, etc., etc. Donc, il y avait beaucoup de pères alsaciens qui étaient à Ngazobil, et ce sont ces pères de la congrégation qui rapportaient aux anciens élèves que furent Senghor peut-être et ses pères là-bas à Ngazobil, n'est-ce pas, les échos de cette guerre lointaine qui n'était pas une guerre encore africaine mais qui était une guerre inter-européenne. Alors c'est vrai que chez nous, le retour des combattants de la Première Guerre mondiale a suscité beaucoup d'échos. Senghor a eu des échos de cette première guerre, de cette première conflagration mondiale. Et certainement, les Allemands avaient une certaine image dans la pensée du jeune Senghor. Alors vous avez évoqué l'Alsace. Bien sûr, l'Alsace restituée à la France a certainement subi l'influence allemande. Ce qui fait que les pères qui se sont retrouvés à Ngazobil ont vraisemblablement montré leur origine et peut-être même ont dû mettre leurs premiers élèves en contact avec des éléments, des bribes de la langue allemande vraisemblablement. Alors Senghor va quitter l'Afrique et le Sénégal, son pays, après son bac en 1928, on le sait, et il va se retrouver à Paris. C'est à partir de ce moment-là, entre 1928 et 1934, la grande bataille de la négritude. Nous ne reviendrons pas sur ce moment important. Mais faut-il dire que ce moment-là n'a correspondu qu'à une lutte à l'intérieur de la France contre l'intelligentsia? Ou alors, est-ce que Senghor a eu des alliés? Ça aussi, il faudrait peut-être le préciser. On ne sait pas si Senghor a eu des alliés du point de vue de la réflexion ou des soutiens, comme il en a eu en France du reste avec Jean-Paul Sartre et bien d'autres. Donc, est-ce que du côté allemand, on ne peut pas repérer quelques alliés de Senghor? Comme je le disais, Senghor, ayant quitté son environnement, son milieu naturel de la Petite Côte, est parti en France, comme vous l'avez dit, en 1928. Mais durant ces années-là, il a eu à rencontrer un archéologue allemand qui s'appelle Léo Frobenius, qui était venu à Paris en 1936 pour faire des expositions sur les cultures africaines. Il ne faut pas oublier que les Allemands n'étaient pas venus en Afrique par altruisme. Léo Frobenius a fait beaucoup de missions en Afrique, financées par des entreprises comme la ThyssenKrupp, qui est l'une des plus grandes industries dans le domaine de l'acier, mais aussi par l'empereur Wilhelm. Donc, arrivé en Afrique, Frobenius faisait, n'est-ce pas, bien sûr, des collections de masques et d'autres objets d'art en Afrique pour déconstruire un peu l'idée d'une civilisation française. Vous savez, les Français se réclament de la civilisation, les Allemands se réclament plutôt de la culture. Donc, cette opposition idéologique entre ces deux pays-là était parfaitement en adéquation avec les aspirations de Senghor, puisque Senghor, ou bien son origine, le soumettait à la critique des penseurs positivistes français, donc civilisationnistes, parce qu'on reprochait aux Africains de ne pas avoir de civilisation. Senghor, en essayant d'épouser certaines idées allemandes qui tendent vers la civilisation qui est moins apparente dans ses déclinaisons que la culture, a voulu déconstruire ce reproche que les Français, ou bien l'Empire colonial, avaient fait à l'époque en direction des pays africains. La mission civilisatrice, on avait retiré de toute substance la mission civilisatrice, parce que si on part du fait qu'on n'a pas besoin de la civilisation et que la culture aurait simplement suffi, parce que quand l'allemand dit culture, l'allemand entend culture et civilisation. Il n'y a pas une séparation entre les deux. Donc les arguments des archéologues allemands cadraient parfaitement avec la conception négro-africaine de la culture, et c'est la raison pour laquelle Senghor s'est fait allier de cette pensée-là. Surtout de la deuxième phase de la pensée de Léo Frobenius. Parce que Léo Frobenius avait commencé à systématiser comme tous les autres archéologues. Chercher des identités, chercher des correspondances entre les cultures pour voir leur degré d'évolution. Ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, l'approche mécanique dans la culture. Ce qu'on appelle la théorie cyclique des cultures. Maintenant, Frobenius à un certain moment s'est dit, cette théorie-là ne me satisfait pas parce que partout dans le monde, on peut remettre en question cette façon de voir. Si vous voulez voir une culture et la connaître, il fallait la sentir. Alors ça, ce sont les premiers prémices de l'émotion que Senghor va recevoir plus tard. Donc on peut très bien tracer sa phrase que
à laquelle j'avais consacré d'ailleurs un article, L'émotion est nègre comme la raison est hellène, d'une philosophie organologique allemande vers sa récupération en Afrique occidentale. C'était ça le titre de l'article. On peut retracer carrément où est-ce que Senghor a tiré ce mot, l'émotion. Nous reviendrons de toute manière sur les influences allemandes du côté de la culture et de la littérature. Mais nous retenons une phase importante, c'est l'arrivée de Senghor en France et qui termine son agrégation, entre dans l'armée française avant d'être affecté à Tours comme professeur au lycée Descartes. Alors, on sait que la première guerre n'est pas lointaine à cette époque où Senghor arrive en France et le Parti communiste était déjà né à Tours au début des années 20. Alors, est-ce que probablement Senghor a cherché aussi à avoir des alliés du côté des intellectuels tournés vers le communisme? Bon, sur ce plan-là, je n'ose pas trop m'aventurer parce que ces actions politiques en France, je ne les connaissais pas, mais je sais que ces actions d'activistes pour l'Afrique, ça par contre, on peut le retracer, n'est-ce pas, déjà dans le quartier latin, avec les autres comme Aimé Césaire, Léon Gontran, Damas, n'est-ce pas, qui se disaient que toute cette reproche civilisationnelle ne tenait pas la route et qu'il fallait peut-être s'inspirer d'autres formes de pensée, etc., etc. Donc, si on regarde l'approche organologique, et c'est ça que Léo Frobenius a amené d'ailleurs, l'approche organologique qui disait que l'individu n'est pas le moteur de la culture, ni de la civilisation. L'homme subit la civilisation. Elle est indépendante de la volonté de l'homme. Donc, on ne peut pas greffer une civilisation dans un autre pays. La civilisation, elle naît comme une plante. Amis auditeurs, nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Monsieur le professeur Amadou Ouriba de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais professeur Amadou Ouriba, nous allons essayer de retracer les phases de la rencontre avec l'Allemagne. Chez Senghor, on ne restera pas sur l'évocation des camps nazis sur le sol français, puisque les relations de Senghor débordent largement ce moment tragique de l'histoire mondiale. Absolument. Parlant de ces différentes phases, vous avez déjà évoqué sa première rencontre avec les Allemands en Gazoville, avec les pères de la congrégation qui lui racontaient les histoires et les échos de la guerre. Maintenant, il y aura une autre rencontre, cette fois-ci beaucoup plus physique. C'était avec les idées et les théories de Léo Frobenius, mais dans un de ses textes, Léopold Sédar Senghor, toujours dans Liberté 3, dit « Et pourtant, rien de ce qui touchait aux Allemands ne me laissait indifférent, encore que je fusse alors majeur, sans doute à cause des impressions et des rêves du royaume d'enfance. » Alors ce mot royaume d'enfance, Senghor ne l'a pas inventé du tout. Il y a un autre penseur allemand qui s'appelle Eichendorff, qui avait déjà évoqué dans ses poèmes romantiques du XVIIIe siècle ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, Kindheitsreich, le royaume d'enfance. Et c'est la raison pour laquelle il disait, il y avait aussi Senghor, il y a que seules m'intéressent les civilisations qui consonnent à la mienne, à la négritude ou lui sont fortement étrangères. J'ai toujours eu besoin de m'enraciner dans mon identité et de m'accomplir par complémentarité. Et cette complémentarité, Senghor l'a cherchée de façon intellectuelle chez les penseurs allemands notamment. On le sait, les influences des penseurs allemands, par exemple Goethe ou des poètes comme Novalis, ont beaucoup agi sur la conscience de l'écrivain, du poète et du philosophe Senghor. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ces pensées sur les théories de Senghor en ce qui concerne la négritude? Alors là aussi c'est très important de le souligner parce que à l'entame de l'émission vous aviez dit que bon, pour nous francophones, quand on traite de Senghor, on traite de Senghor sous une perspective francophone, une lecture peut-être française de Senghor. Mais il y a un pan de la vie de Senghor qui est fortement lié à l'Allemagne, qui a influencé les idées de Senghor, qui l'a façonné, mais malheureusement la barrière de la langue faisait que beaucoup de penseurs francophones n'ont pas eu accès à ces textes-là. C'est la raison pour laquelle je vais vous reciter cette fois-ci Liberté 1, un passage dans lequel Senghor lui-même pose ce marqueur-là et renvoie ses lecteurs à cette influence de la pensée allemande. Il dit « Léo Frobenius nous avait embrigadé », le mot n'est pas choisi au hasard, dans un nouveau Sturm und Drang
Le Sturm und Drang, c'est la seule période littéraire que ne partage pas l'Allemagne avec les autres pays européens. Ça s'appelle en français tempête et passion. Alors quand il y a tempête, il y a passion, il n'y a pas de raison. Alors, encore un renvoi à l'émotion. Parce que la période du Sturm und Drang correspond à la période de la Gefühl. La Gefühl en allemand signifie la sensation, l'émotion. Alors, donc, il dit, Léo Frobenius nous avait embrigadé dans un nouveau Sturm und Drang, nous avait conduit à Wolfgang Goethe. Un Goethe beau comme Ganymède, plus brillant qu'Alcibiade et d'une téméraire audace. À la suite du rebelle, nous nous insurgions contre l'ordre et les valeurs de l'Occident, singulièrement contre sa raison. Donc vous voyez, il oppose déjà raison et émotion. Alors on peut constater que déjà Senghor se fait des alliés du côté de l'Allemagne contre les théories françaises de l'époque. Justement, de la mission civilisatrice et de la raison discursive. Et voilà, Senghor donc à ce moment-là considère les deux formes de pensée, la pensée intuitive et la pensée discursive. Bien sûr, ça structure un peu les théories de Senghor. On peut même constater dans les passages que vous avez cités que effectivement Senghor, à un moment donné, était séduit par l'Allemagne. Absolument. Et non pas seulement séduit par les Allemands. Vous savez, Senghor disait souvent « mes progrès en allemand ». Parce que n'oubliez pas que Senghor était prisonnier des Allemands à Poitiers, n'est-ce pas? Il dit, c'était à la fin de l'année 1941. J'étais depuis 1 an à Poitiers dans un camp de prisonniers de guerre coloniaux. Donc, il fut fait prisonnier par les Allemands en 1940. Mes progrès en allemand, Senghor lui-même qui dit, m'avaient enfin permis de lire des poésies de Goethe dans le texte. Donc, pas la traduction, mais des poèmes originaux, n'est-ce pas? Ce fut une révélation qui m'amena à relire d'un esprit plus attentif les grandes œuvres du maître. Dans ma minuscule bibliothèque, je plaçais maintenant Faust et Iphigénie à côté de l'Énéide, des pensées de Pascal et des dialogues de Platon, devenus mes livres de chevet. Aveu ne saurait être, n'est-ce pas, plus pertinent. Et il ne s'agit même pas d'un simple ralliement à l'Allemagne ou à la pensée allemande, mais Senghor essaie de se faire véritablement des alliés sur le plan intellectuel du côté des Allemands. Il place les grands écrivains allemands à côté des classiques grecs et latins. Vous avez parfaitement raison là-bas, mais il ne faut pas oublier que Senghor, en faisant cette approche littéraire, cette exploitation épistémique ou épistémologique, je ne sais pas comment les philosophes vont me corriger, n'est-ce pas? Il n'oublie pas le combat politique qu'il avait laissé dans les colonies et les combats idéologiques qu'il avait laissés à Paris. Parce que durant la guerre, tous les membres ou bien toutes les personnes ici des colonies devaient être aussi mobilisées. C'est ce qui l'a fait faire prisonnier à Poitiers. Senghor nous le dit toujours, en Allemagne, c'est dès le milieu du XVIIIe siècle que le mouvement de libération se dessine avec Klopstock et Wieland. C'est des auteurs allemands. Surtout avec les auteurs du Sturm und Drang. On ne propose plus aux Allemands de se mettre à l'école des Français, pas même des Anglais. On leur propose la poésie populaire et les mythes germaniques. On disqualifie la raison discursive. Donc vous voyez que c'est clair que Senghor veut faire la même chose en Afrique. C'est-à-dire nous n'allons plus choisir le modèle, l'école française de civilisation. Nous n'allons même pas nous orienter chez les Anglais, mais cette fois-ci, nous allons retourner aux mythes africains, puisque les Allemands l'ont fait avec les mythes germaniques et la poésie populaire. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez les poèmes de Senghor, vous les trouvez en parfaite adéquation avec la procédure que les Allemands ont utilisée pour se libérer de l'influence française dès le XVIIIe siècle. Mais la guerre finie, le soldat Senghor libre, bien sûr libre d'ailleurs avant la fin de la guerre. En tout cas, il a passé près de 2 ans dans les camps allemands. Et après la guerre, Senghor donc continue à entretenir des relations de type intellectuel et affectif avec les penseurs allemands et l'Allemagne. Et là, je vous donne raison, parce que c'est lui-même qui dit, et je trouvais chez les Allemands comme des échos aux appels que je lançais dans la nuit, comme les expressions expressives des idées et sentiments ineffables qui s'agitaient dans ma tête, dans mon cœur. Je découvrais chez leurs philosophes comme une vision, mieux un sentiment, et le mot sentiment revient toujours dans le vocabulaire de Senghor, mieux encore une saisie en profondeur des choses. Et quand on dit une saisie en profondeur des choses, ici c'est Einfühlung en allemand, et ce mot-là est de façon intertextuelle pris chez Léo Frobenius.
qui appelle à saisir les cultures en profondeur, d'où le changement de la théorie cyclique des cultures vers la morphologie des cultures. Senghor n'a donc pas eu le complexe de définir le nègre comme étant un être soumis à ses émotions, puisqu'il y avait à côté l'Allemagne qui lui présentait un modèle assez séduisant. Mais Senghor n'a pas oublié l'Allemagne aussi au moment de sa gestion politique de l'État du Sénégal. Il y a eu le côté coopération allemande et qui a également joué un rôle extrêmement important. Senghor lui-même a beaucoup voyagé en Allemagne pendant ses années de règne à la tête de l'État du Sénégal. À la fin de la guerre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Birahim Thioune, Senghor s'est rendu compte que l'appel au chauvinisme, surtout aussi ethnique, ne mène qu'au désordre et au chaos, parce qu'il l'avait vécu lui-même en tant que soldat et en tant que prisonnier de guerre coloniaux. Par conséquent, il s'est dit qu'il fallait revoir cette négritude action, cette négritude combative et la rendre beaucoup plus diplomatique. Essayer de voir comment maintenant essayer d'aller s'ouvrir aux autres et essayer d'entretenir avec eux une relation beaucoup plus amicale, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus cordiale, au lieu de la confrontation directe civilisation contre culture. Alors, on peut dire que Senghor a démenti certains de ses détracteurs qui semblaient dire que la négritude était finie, que le combat idéologique de ce côté-là était terminé. Senghor a utilisé d'autres armes, les armes de la politique cette fois-ci, pour montrer une autre facette de la négritude. Alors là aussi, je vous donne raison, Senghor a eu beaucoup de critiques. Stanislas Adetovi, Marcien Towa, Yambo Wulegem dans Le Devoir de violence, qui avait même dessiné ou bien fait le portrait de Léo Frobenius, qu'il appelait dans le texte Fritz Frobenius. Et Senghor comme un colporteur de mythes, n'est-ce pas, dont se régalait Frobenius pour aller l'amener en Allemagne et raconter là-bas que la civilisation africaine c'était ceci, c'était cela. Mais il ne faut pas oublier que aussi, à l'époque, il y a eu aussi une confrontation entre Senghor et des intellectuels, cette fois-ci de l'Afrique anglophone, comme Wole Soyinka. J'ai eu l'honneur de rencontrer à Heidelberg en 2003 et je lui avais même demandé de revenir sur sa première phrase. Le tigre ne chante pas sa tigritude mais saute sur sa proie et la mange. Parce que je lui avais dit à l'époque, si on regarde bien les textes de Senghor et on regarde bien les vôtres, monsieur Wole Soyinka, tous les deux vous avez chanté votre tigritude. Parce que Senghor part d'un milieu et d'un substrat sénégalais, sérère, vous partez d'un substrat nigérien, yoruba, tous les deux vous avez chanté votre tigritude. Mais à un certain moment, les combats n'étaient plus les mêmes. Pourquoi? Parce que Senghor avait commencé ce combat 30 ans plus tôt que vous. Parce que vous avez commencé à écrire votre premier texte en 1960, durant l'indépendance du Nigeria. Senghor, à ce stade-là, avait atteint un degré de maturité. Donc ce combat était déjà dépassé pour lui, mais les relents restaient toujours. Par conséquent, d'ailleurs même il m'a dit à l'époque, lorsque je lui ai posé la question, Are you Senegalese? Est-ce que vous êtes sénégalais? J'ai dit oui. Il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi vous me posez cette question, mais je peux vous dire que, et il me l'avait dit en anglais d'ailleurs, There was no row between Senghor and I. Il n'y avait pas de dispute entre Senghor et moi, but over the time, négritude became self-love. Au fil du temps, la négritude était devenue narcissique. Et c'était ce narcissisme qui dérangeait un peu l'Afrique anglophone. Mais on ne peut pas s'expliquer cela tant qu'on ne sait pas les différentes techniques de colonisation des Français et des Anglais. Il y avait ce qu'on appelait le direct rule des Français qui agissait directement sur les cultures africaines et les assimilait, et le indirect rule des Anglais qui laissait quand même aux autres peuples leur culture. Donc ces peuples-là étaient moins enclins à réclamer, n'est-ce pas, une autonomie culturelle puisqu'on ne les leur avait jamais prise. La négritude, dans sa théorie originelle et dans les développements qu'elle a connus, était devenue narcissique, vous l'avez dit. Mais Senghor a su dépasser justement cette négritude narcissique en rejoignant le terrain de la praxis. Absolument. Senghor l'a souvent dit, il a gardé la méthode marxiste. Il avait gardé la méthode scientifique. Permettez-moi peut-être une petite correction. C'est Wole Soyinka qui avait dit que over the time, négritude became self-love, c'est-à-dire au fil du temps, la négritude était devenue narcissique. C'est-à-dire elle chantait tout le temps la culture africaine, nous les Noirs, nous ceci, nous cela, et les anglophones ont voulu être pragmatiques. Mais ils n'ont pas peut-être tenu compte du fait que Senghor, devenu chef d'État, avait commencé à utiliser cette formation au profit, n'est-ce pas, d'une politique
africaine tournée vers le développement, mais qui passerait d'abord par la culture. Alors, c'est la raison pour laquelle, dès 1968, Senghor était devenu lauréat des libraires allemands. Il avait gagné le prix des libraires allemands, n'est-ce pas, qui a déclenché ou bien initié une forte coopération et un fort rapprochement avec l'Allemagne, qui a mené aussi à la création de notre département dès les années 1973. Senghor n'était pas communiste, mais il était marxiste par la méthode. Alors, et Senghor a justement utilisé cette méthode-là de façon pratique dans le cadre de ses relations, surtout dans le cadre des relations bilatérales entre l'Allemagne et le Sénégal. Parlez-nous un peu d'ailleurs de cette coopération. Senghor est déjà parti en 1980 et son successeur Abdou Diouf a prolongé ces relations. Il y a eu continuité. Mais revenons un peu en arrière avec l'époque de Senghor entre 1960 et 1980, la date de son départ du pouvoir. Senghor a voyagé en Allemagne. Il a rencontré des chanceliers allemands. Je pense même que lors de certains soubresauts politiques ici sur le continent africain, Senghor constituait un interlocuteur privilégié de ces chanceliers quand il y avait peut-être des problèmes en Afrique, par exemple, des opposants qui sont peut-être embastillés, etc., etc. Mais entre 1960 à 1980, n'oubliez pas que c'est durant la période de la guerre froide et la période de la séparation des deux Allemagnes. La RFA se cherchait aussi des alliés en Afrique de l'Ouest, ce qui fait que le Sénégal était un allié privilégié de la RFA, tandis que la DDR, ce qu'on appelle la République démocratique allemande, était plutôt vers Angola, vers la Zambie, vers les autres pays à obédience communiste. Donc, dans cette concurrence entre les deux Allemagnes, le Sénégal, naturellement, a profité de sa position et de sa diplomatie agissante, n'est-ce pas, pour aussi, naturellement, engranger beaucoup de choses en termes d'assistance technique, par exemple, de la part de l'Allemagne, etc. Mais cette assistance technique a donné des choses concrètes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques aspects importants de cette coopération, même ici dans l'espace universitaire? Dans l'espace universitaire, comme je vous l'ai dit, je pense, si je ne me trompe, parce que ça, on me l'a vraiment dit et redit, c'est que tout ce pan que vous voyez ici de la faculté des lettres et sciences humaines, l'aile qui héberge le département d'allemand jusqu'au département de langue slave, ce qu'on appelle le département de russe, cela a été construit par l'Allemagne et offert gracieusement au Sénégal. Mais Senghor en a profité même pour créer le département de langue et civilisation germanique, qui a vu passer beaucoup de chefs de département, et département qui a permis la formation de beaucoup de germanistes sénégalais, financés à l'époque par l'Office allemand des échanges universitaires, qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire sans trop exagérer que la négritude a pris d'autres formes à ce moment-là, au moment de la gestion politique de Senghor? Est-ce que la négritude n'a pas pris des formes culturelles, diplomatiques et autres? Le politique était devenu diplomatique, ou bien le diplomatique était devenu politique, ou bien la littérature était devenue politique. Alors, ce que Senghor a lu des Allemands, il en a fait un pont pour créer une connexion entre l'Allemagne et l'Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle ceux qui pensent que, par exemple, les études littéraires ne mèneraient pas à l'économie se trompent lourdement. Parce qu'il faut un premier contact, et ce premier contact se passe par le mot. Donc, le fait que beaucoup de nos étudiants, beaucoup de nos professeurs soient passés par l'Allemagne, ça a amené aussi en retour beaucoup de choses dans ce pays. Mais cette diplomatie agissante de Senghor à l'époque, en passant par des affinités avec les Allemands, a fait que le Sénégal est devenu la terre d'accueil de plusieurs fondations allemandes et de plusieurs institutions allemandes qui financent des projets immenses, n'est-ce pas, dans notre pays, la GTZ, ou bien le projet Réussir actuellement, qui est ici au Sénégal pour financer les jeunes à la recherche du travail, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui reposent sur une longue relation, n'est-ce pas, diplomatique. La négritude affective et sentimentale était devenue finalement une négritude agissante. Il ne faut pas séparer le combat politique de Senghor de ses idées, de ses théories sur la race, sur les origines africaines et plus récemment sur son propre combat en même temps que Césaire et Damas sous la bannière de la négritude. Oui, et cette négritude-là a impacté même sur la structuration et l'organisation de notre État. Si vous regardez bien, le Sénégal, comme tous les pays africains, partage pratiquement le même lot, c'est-à-dire que nous avons des nations multicommunautaires, multiethniques, où beaucoup de groupes
ont appris depuis des millénaires à vivre ensemble. Ce n'est pas venu avec le nouveau tracé des États. Si on connaît l'Afrique de l'Ouest, on sait que quand même, depuis fort longtemps, l'Empire du Mali et tous les autres empires, les peuples vivaient en paix. Il y avait quelques guerres, mais n'empêche, vivaient et se partageaient. Maintenant, arrivé en 1960, là où maintenant le tracé des frontières a créé ce qu'on appelle les États, il fallait créer ou bien faire ce qu'on appelle le nation building. En faisant ce nation building, il fallait trouver un dénominateur commun à tous ces peuples, séparés par peut-être la langue, mais dont le substrat culturel suffisait à unir ou bien à unifier. Par conséquent, l'État qui est devenu le Sénégal était basé sur l'État-nation et pas la nation-État. La nation-État, vous le trouvez peut-être en Europe. Les Français créent la France. Dans nos États, c'est l'État qui vient ensuite, on consolide la nation autour de l'idée de l'État, donc autour de la citoyenneté. Merci professeur Amadou Riba de cet entretien qui prend fin. C'est un plaisir de vous retrouver et pour parler avec vous de Senghor, mais aussi pour parler avec vous de l'Allemagne que vous adorez. Bon, vous savez, j'ai bien aimé de voir beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études ici chez nous, à l'université Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que ça marque les esprits. Le pays dans lequel vous avez poursuivi vos études. Je suis un pur produit de l'UQAD parce que j'ai fait ici ma première jusqu'en maîtrise. En Allemagne, j'ai continué mes études, d'abord le doctorat en allemand et ensuite la maîtrise en administration publique-privée, l'ENA. Mais n'empêche, ce pays-là m'a façonné comme la France façonne nos intellectuels qui sont partis là-bas, l'Angleterre façonne nos penseurs et nos universitaires. C'est normal que aussi qu'il y ait cette sympathie pour l'Allemagne, qui est un grand pays, qui est très cité dans tout ce qui se fait en économie, en politique, en ceci, en cela. Peut-être parce qu'il y a un secret allemand et que nous devons amener chez nous de nous ouvrir à tous les limons et avoir la place que nous méritons dans le concert des nations. Vous savez que la signature Sénégal est très respectée à travers le monde. Et cela est aussi tributaire des politiques senghoriennes dans l'organisation de l'État. Et cela, puisque vous dites que notre émission se termine bientôt, Senghor, pour reciter Goethe, disait: il nous apprenait d'abord les dangers de la solitude culturelle, du repliement sur soi, de la volonté de ne bâtir que sur sa race, sa nation, ses vertus natives. Donc, une diplomatie ouverte et tournée vers l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement sur le sillage de Senghor dans les relations entre l'Allemagne et le Sénégal? L'Allemagne a peut-être beaucoup de choses à proposer à notre pays. Elle est bien placée pour le faire. Aujourd'hui où le Sénégal est convoité de tous côtés, est-ce que l'Allemagne n'a pas sa place aussi? L'Allemagne a sa place. Je ne voudrais pas parler politique, mais je sais que quand même dans le PSE, dans l'agenda du gouvernement du président Macky Sall actuellement, la place de l'Allemagne est très large. Je sais qu'il se rend très souvent en Allemagne. Je sais que les entrepreneurs allemands viennent aussi très souvent au Sénégal pour chercher leur pairs et faire des affaires avec eux. Donc nous, au Sénégal, ce que nous pourrions faire dans cette relation bilatérale, c'est de transformer notre pays vers un pays fabricant, un pays créateur de plus-value et non de consommateur. Parce que si on parvient à industrialiser suffisamment notre pays, on ne parlerait plus de chômage et on va consommer local, ce que nous fabriquons. Et je pense que ça, on peut le prendre des Allemands. Et pour pouvoir le faire, il faut connaître la structuration de l'économie allemande. L'économie allemande n'est pas basée sur les global players, les grandes entreprises. L'économie allemande est basée sur les PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont en fait les vrais pourvoyeurs de l'emploi. Donc si on parvient à déceler ce petit secret-là, on va créer peut-être des entreprises familiales, on va créer des entreprises moyennes et petites qui vont maintenant pouvoir donner à ces milliers de jeunes que nous formons leur place tant espérée dans le marché du travail. Vivement alors la nouvelle coopération avec la grande Allemagne. Je vous remercie, professeur Amadou Riba. C'est moi qui vous remercie, professeur Birahim Thioune. C'est toujours un plaisir de parler de son pays et de parler des possibilités que les autres pays peuvent nous amener et que nous pouvons aussi leur offrir en contrepartie. Merci beaucoup. À mes auditeurs, notre émission s'achève. Merci de nous avoir écoutés.